Bonjour à tous les élèves, j'espère que vous allez bien, étant donné les circonstances. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous aider à essayer de comprendre un petit peu mieux ce nouveau chapitre que nous allons attaquer sur les lois dans l'électricité. Alors je vous demande d'être un petit peu indulgent parce que c'est pas tous les jours que je parle dans le micro et je vous avoue que ça me fait tout bizarre d'être là tout seul en train de parler un peu à moi-même et bien sûr à vous aussi si bien sûr vous regardez cette vidéo. Donc, nous allons attaquer le chapitre numéro 4 sur les lois qui concernent l'intensité du courant et la tension électrique dans les circuits en série et les circuits en dérivation. Alors, j'espère que le son fonctionne bien et que vous arrivez bien à m'entendre. Allons-y. Donc, dans ce chapitre, nous allons attaquer 4 lois. Alors, pourquoi 4? Parce qu'il y a 2 lois qui vont concerner les circuits en série et les circuits en dérivation chacune. Pourquoi 2 lois à chaque fois? Car il y a une loi qui va concerner l'intensité du courant et une loi qui concerne la tension. Donc en gros, pour résumer, une loi pour l'intensité du courant dans les circuits en série, une loi pour l'intensité du courant dans les circuits en dérivation, et de même une loi pour les tensions électriques dans le circuit en série, et une loi pour les tensions électriques dans le circuit en dérivation. Alors aujourd'hui, nous allons attaquer avec les lois qui concernent l'intensité du courant électrique. Donc, enfin dans ce chapitre, loi concernant l'intensité du courant électrique I. Alors, nous allons attaquer tout d'abord avec le circuit qui, normalement, est le plus simple à comprendre en termes de loi. C'est le circuit en série. Donc, qu'arrive-t-il? La question qu'on doit se poser ici, c'est qu'arrive-t-il à l'intensité du courant dans un circuit en série? Alors, pour ce faire, on va essayer de mettre ça un peu plus vivant en utilisant une animation que je vous avais déjà conseillée auparavant sur le site des animations de l'Université du Colorado. Donc, il dispose de toute une série d'animations que vous pouvez utiliser tout à fait librement et qui sont, je pense, assez pratiques. Donc, allons-y. Et je pense que vous reconnaissez éventuellement ces animations. Nous allons construire ici un petit circuit en série. Donc, un circuit en série qui contient plusieurs récepteurs qui sont associés les uns aux autres en série. Et pour ce faire, nous allons utiliser tout simplement quelques lampes. Donc, allons-y. On va chercher ici une pile. Et puis nous allons utiliser dans ce circuit 2 lampes. Alors ces 2 lampes, attention, ne seront pas forcément identiques. On peut utiliser bien sûr n'importe quel type de récepteur. Donc, branchons tout ça. Là, je laisse cette lampe pour un peu plus tard. Et mettons un interrupteur aussi pour pouvoir ouvrir et fermer le circuit à notre guise. Et on y est presque. Voilà donc un circuit monté en série, une association de 2 lampes en série. Alors bien sûr, nous pourrions dire que c'est un circuit en série, car il n'y a qu'une seule boucle de courant, un seul chemin possible pour que le courant se déplace dans le sens qui va du plus de la pile, qui se trouve ici, vers le moins de la pile, qui se trouve là. Alors bien sûr, en ce moment, il n'y a pas de courant dans ce circuit, étant donné que l'interrupteur ici est ouvert. Si nous fermons l'interrupteur, on peut voir dans l'animation le courant électrique représenté par les flèches que vous voyez. Il s'agit bien sûr du sens conventionnel du courant électrique, comme vous l'avez déjà vu. Bon, mais l'objectif ici est plutôt de savoir quelle est la valeur du courant électrique dans les différentes parties ou sections de ce circuit. Alors, une première approche, une première vision ou observation, si on regarde la vitesse à laquelle se déplacent ces flèches sur cette animation à différentes parties du circuit, on peut voir, je pense relativement bien, que la vitesse des flèches semble être la même. Bon, que ce soit ici, là, là, ou là, ou là. Il semble donc que la valeur de l'intensité du courant du circuit soit la même. Et effectivement, sans faire de suspense, c'est effectivement ce qui se passe. Dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même en tout point du circuit. Il s'agit donc ici en vérité de la première loi que vous aurez à connaître. Néanmoins, nous allons vérifier que ceci est vrai, que l'intensité du courant est vraiment la même en tout point. Et comme vous le savez déjà, donc pour mesurer l'intensité du courant, nous utilisons un appareil de mesure qu'on appelle l'ampèremètre. Donc nous allons additionner à ce circuit divers ampèremètres. Donc on ouvre le circuit, toujours, si c'était la réalité, travailler en sûreté.
Et ici, nous allons couper et intercaler à différents endroits du circuit des ampèremètres pour mesurer l'intensité du courant. Donc je vais en mettre un entre la pile et la première lampe. Ensuite, on pourra peut-être ouvrir ici pour en rajouter un deuxième entre les deux lampes. Et puis pourquoi pas encore un autre ampèremètre entre la deuxième lampe et le retour à la pile. Donc évidemment ici, tous les ampèremètres affichent une intensité de courant de 0 ampère, car l'interrupteur étant ouvert, il n'y a pas possibilité de circulation du courant dans ce circuit. Fermons alors l'interrupteur, et qu'est-ce qu'on observe au niveau des ampèremètres? Nous observons dans tous les ampèremètres exactement la même intensité de courant, dans ce cas-là 0,41 ampères. Donc revenons ici à notre présentation PowerPoint. Dans le cours que je vous transmettrai, vous aurez cette situation schématisée. Ici, au lieu de prendre deux lampes, j'ai changé un petit peu les récepteurs, j'ai pris un moteur et une lampe à la place. Bon, peu importe. Et dans le circuit, vous retrouvez les 3 ampèremètres que j'avais placés, avec à côté l'intensité I du courant qu'il mesure. Ici, dans cet exemple, j'ai pris une intensité de 4 ampères. Et on peut voir que peu importe l'emplacement de l'ampèremètre, le premier, le deuxième ou le troisième ampèremètre, l'intensité du courant est la même en tout point du circuit. On peut dire que l'intensité I1, I2 et I3 aux 3 emplacements sont identiques. Alors cette loi, nous allons l'appeler donc la loi d'unicité de l'intensité du courant électrique. Unicité car il y a une valeur unique de l'intensité du courant dans le circuit en série. Cette loi dit donc que dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même en tout point du circuit. Donc les dipôles qui sont branchés en série les uns par rapport aux autres sont traversés par une intensité de courant de même valeur. Quelques remarques à additionner dans cette partie du chapitre. Normalement, vous aviez déjà étudié l'année dernière que l'ordre des branchements des dipôles n'a absolument aucune importance dans les circuits en série. Ce qui veut dire que dans le circuit précédent, si on avait inversé l'ordre de la lampe et du moteur, l'intensité du courant continuait à valoir 4 ampères. Nous pouvons le vérifier si l'on retourne à notre petite animation. Je peux échanger la place de ces deux lampes, qui d'ailleurs sont deux lampes en vérité différentes. On peut le voir ici dans la valeur de leur résistance, 12 ohms contre 10 ohms pour celle-ci. Alors débranchons le tout. Et changeons la place des deux lampes. Celle-ci va maintenant venir en second, celle-ci en premier. Et on pourrait vérifier qu'on retrouve exactement la même valeur de l'intensité du courant que nous avions tout à l'heure. Donc, l'ordre de branchement des dipôles n'a absolument aucune importance dans un circuit en série. Deuxième remarque, sur le nombre de dipôles que l'on met dans un circuit en série. Ici, si l'on observe ces schémas, dans lesquels nous avons placé plusieurs dipôles et un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant, nous pouvons voir que tout d'abord nous avions seulement 2 dipôles, un moteur et une lampe, mais dans le deuxième circuit nous avons rajouté un troisième dipôle, dans ce cas-là une autre lampe. Or, on peut observer que l'intensité du courant a diminué. Retournons ici à notre animation et installons par exemple ici, à cet endroit-là, un troisième dipôle. Je rajoute un dipôle supplémentaire, un dipôle récepteur supplémentaire. En fermant le circuit, j'observe que l'intensité du courant qui tout à l'heure valait 0,41 ne vaut plus maintenant que 0,28 ampères. Donc nous pouvons conclure que plus le nombre de dipôles récepteurs branchés en série est grand, plus l'intensité du courant sera petite dans le circuit. Passons à présent au circuit en dérivation. Donc, nous allons reconstruire ici notre circuit d'une façon différente. Cette fois, construisons notre circuit en dérivation. Donc, on va un peu tout débrancher. Faisons le ménage. Donc, nouveau circuit. Partons de la pile.
faisons notre petit bout de chemin. Sauf que cette fois, le circuit sera en dérivation. Ce qui veut dire que les deux récepteurs, les deux lampes que nous allons utiliser dans notre circuit, ne seront pas, comment on peut dire, en file indienne ou à la queue leu-leu, l'une à la suite de l'autre, mais elles seront placées, oui, sur des chemins différents sur le parcours que le courant électrique suivra. Donc, je vais essayer ici de faire une représentation relativement simplifiée qui facilite la compréhension du montage en dérivation. Donc ici, j'essaie d'illustrer une espèce de bifurcation sur le chemin du courant électrique. Le courant électrique, comme vous le savez, vient ici de la bande positive, parcourt ce chemin, mais il arrivera ici à un point où il rencontrera alors deux chemins possibles. On va appeler ça une espèce de bifurcation, mais le nom correct de ce point, c'est un nœud. Nous allons placer ensuite chacune des lampes sur un chemin différent. Et puis ensuite, ces chemins se rencontreront à nouveau un peu plus tard. Concrètement, en ce point ici. Puis, nous poursuivons notre chemin pour revenir au négatif de la pile. L'ordinateur rame parfois un petit peu. Et puis, un interrupteur pour pouvoir ouvrir et fermer le circuit à volonté. Donc, analysons un petit peu ce qui se passe dans ce circuit lorsque je ferme l'interrupteur. Regardons tout d'abord le courant électrique. Alors ici, je vous demande d'observer de près et de bien observer donc la vitesse à laquelle les flèches se déplacent dans cette animation. La vitesse des flèches illustre ici l'intensité du courant électrique. Donc le courant électrique vient de la borne positive, passe par ici, il arrive donc à ce point que j'avais appelé tout à l'heure un nœud. En arrivant à ce point, on peut voir, on a l'impression que les flèches ralentissent, ce qui donne donc l'impression que l'intensité du courant ici et là, sur ces deux chemins alternatifs, est inférieure à l'intensité du courant avant l'arrivée au nœud. Et ceci est tout à fait normal. Ceci pourquoi? Parce que le courant électrique, lorsqu'il arrive à ce nœud, se divise en vérité en deux parties. L'intensité du courant est divisée dans chacun de ces chemins que nous allons appeler des branches. Bon. L'intensité du courant donc passe par chacune de ces branches, et puis ces deux intensités de courant iront de nouveau se réunir, se rassembler, se sommer, s'additionner dans ce nouveau nœud pour obtenir à nouveau l'intensité du courant électrique que nous avions au départ avant d'arriver au premier nœud. Donc il s'agit d'une espèce ici de division du flux de l'intensité du courant dans un circuit en dérivation. Alors pour avoir une meilleure approche quantitative de ce phénomène, allons chercher nos ampèremètres pour mesurer quantitativement donc l'intensité du courant dans ces circuits. Débranchons notre circuit et intercalons des ampèremètres à différents endroits. Donc, par exemple, un ici, un ampèremètre donc qui va mesurer l'intensité du courant avant que le courant n'arrive ici au nœud et ne se divise. Puis nous allons mettre des ampèremètres sur chacun des chemins différents, chacune des branches différentes. Mettons un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant qui passera par ce chemin, mais aussi un ampèremètre qui mesurera l'intensité du courant qui passe par l'autre chemin. Ok, allons-y, fermons l'interrupteur et voyons ce qui se passe. Donc l'intensité du courant délivrée par la pile est de 1,65 ampères. Elle poursuit son chemin pour arriver jusqu'à ce nœud, mais en arrivant à ce nœud, l'intensité du courant se divise en deux parties. Alors on peut remarquer qu'effectivement c'est le cas, car si nous additionnons ces deux valeurs, 0,90 ampères et 0,64 ampères, nous pouvons voir que leur somme donne l'intensité du courant, 1,65 ampères, avant qu'il n'y ait eu la division à ce nœud-là. À remarquer que les intensités du courant sont ici différentes, donc le partage du courant n'a pas été équitable sur les deux chemins possibles, ceci parce que ces deux lampes sont des lampes en vérité différentes. Ici, on a une lampe de résistance 12 ohms, alors qu'ici, nous avons une lampe de résistance 10 ohms. Cette lampe présentant moins de résistance
le courant passe plus facilement à travers cette lampe. Il passe ici donc plus de courant par cette lampe que par celle-ci. Les deux courants donc ici vont se rassembler à nouveau en ce point, en ce nœud. Et donc s'ils se rassemblent à nouveau, après ce nœud, nous devrions avoir exactement la même intensité que nous avions avant la division du courant. Pour vérifier cela, je vais aussi placer un ampèremètre après la réunion des courants. Et nous pourrons voir que nous avons effectivement 1,65 ampères à nouveau, comme nous avions avant la séparation des deux courants. Bref, dans un circuit en dérivation, nous pourrons dire que l'intensité du courant se divise lorsqu'elle rencontre un nœud. Elle se divise donc dans les différents chemins possibles que les nœuds offrent. Alors attention, un vocabulaire ici particulier est à connaître, mais nous verrons juste après, c'est les mots branches. Les branches, on peut les classifier en deux catégories. Les branches principales, je devrais dire plutôt la branche principale, et d'un autre côté, nous avons les branches secondaires ou branches dérivées. La branche principale est la branche qui contient le générateur et qui délivre toute l'intensité du courant électrique. Tandis qu'on parle de branches dérivées pour les sections du circuit, les parties du circuit, où nous avons juste une partie du courant électrique. Donc des branches où l'intensité du courant électrique a déjà été partagée. Donc ici, du plus de la pile jusqu'au nœud, il s'agit de la branche principale. À partir du nœud, nous avons deux branches dérivées. La branche dérivée de la première lampe, la branche dérivée de la deuxième lampe. Attention, les branches dérivées sont aussi appelées des branches secondaires. Une fois que les courants se rassemblent dans le deuxième nœud, nous avons maintenant la totalité du courant à nouveau. Nous pouvons dire que nous sommes à nouveau dans la branche principale. Je vais placer un petit peu. Si je reviens un peu sur ce circuit, bon là nous allons faire juste un circuit en dérivation qui ne contient que deux récepteurs en dérivation. Il est bien sûr possible de poser plus de récepteurs que ça en dérivation. Donc, juste pour illustrer un petit peu la chose, je prends encore un autre récepteur ici, que je vais donc brancher encore en dérivation. Donc ne pas penser qu'un nœud, c'est toujours un endroit où le courant se divise en deux parties. Il est possible qu'il se divise en plus que ça. Non. Cependant, vous allez remarquer un petit détail qui je pense est intéressant. Okay. Alors, observez bien les valeurs. Nous voyons ici que l'intensité du courant est de 1,65 ampères. Le courant ici s'est divisé en deux parties. En rajoutant une troisième branche dérivée ici, on pourrait penser que l'intensité du courant délivré par la pile reste la même, mais qu'au lieu de se diviser en deux parties, elle se diviserait en trois parties. Or non, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Vous pouvez voir que l'intensité du courant dans les branches secondaires ici n'a absolument pas changé. Par contre, l'intensité du courant dans la branche principale, elle, a augmenté. Donc en fait, la pile se voit obligée à délivrer plus d'intensité de courant pour satisfaire le troisième dipôle récepteur que nous avons additionné en dérivation. Alors ceci, si on projette un peu plus loin, pose un problème souvent au niveau sécurité, par exemple dans nos maisons, où les appareils sont eux-mêmes branchés en dérivation. Si nous mettons trop d'appareils branchés en dérivation en même temps à la maison, ceci va faire que dans le circuit principal de notre maison, l'intensité du courant va grandir et grandir et grandir. Et ceci peut causer des problèmes de surintensité et beaucoup de surchauffe des fils par un effet que nous appelons l'effet de Joule. En tout cas, pour revenir à notre sujet, nous observons toujours que la loi d'additivité des intensités dans le circuit en dérivation reste valable. La somme des intensités des branches secondaires est égale à l'intensité de la branche principale. Si j'additionne 0,75, 0,90 et 0,56, cela donne effectivement 2,21 ampères. Donc toujours cette histoire de division du courant, ici en trois parties, lorsque le courant atteint ce nœud, puis le rejoignement de l'intensité du courant des trois branches secondaires en ce nœud pour reformer le courant de la branche principale. Donc, en résumé, petit rappel, dans un circuit en dérivation,
Donc, nous avons plusieurs chemins possibles pour le courant électrique. Nous disons que nous avons plusieurs boucles de courant. Les points où il y a division du courant électrique, comme c'est le cas ici. Ou encore les points où le courant se rejoint, comme c'est le point ici, le courant rouge ici rejoint le courant en vert, sont appelés des nœuds. Ensuite, vous devez comprendre la notion de branche. La branche principale est la partie du circuit qui est commune aux différentes boucles de courant. C'est donc la partie qui va de ce nœud à ce nœud et qui contient le générateur, mais aussi, c'est aussi la partie du circuit par où passent tous les courants. Tandis que les branches dérivées, aussi appelées branches secondaires, sont les branches par où il ne passe qu'une partie du courant à la fois. Dans l'expérience que nous avons illustrée tout à l'heure, vous retrouvez ici le générateur avec la borne positive qui envoie un courant mesuré par cet ampèremètre, un courant de 5 ampères, dont l'intensité est de 5 ampères. Cette intensité de courant, je l'appelle IP pour principal. Le courant électrique atteint ce point, qui est donc un nœud, et en ce point, le courant électrique va se diviser. Une partie passera par ce chemin, une partie passera par ce chemin. Nous pouvons voir ici que les 5 ampères de la branche principale se sont divisés en 2 ampères d'un côté et 3 ampères de l'autre, deux intensités de courant I1 et I2. Nous pouvons également observer que les 5 ampères ne se sont donc pas divisés en deux parties égales, qui seraient 2,5 ampères et 2,5 ampères, mais oui en 2 et 3, ce qui nous dit que les lampes L1 et L2 ne sont pas des lampes identiques. Voilà donc pour le résumé. Nous pourrons dire donc que l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités de courant dans les branches secondaires 1 et 2. On remarque, I1 est égal à I2 comme nous l'avions dit, car les lampes L1 et L2 sont des lampes différentes. Par contre, si L1 et L2 étaient deux lampes de nature parfaitement identique, alors l'intensité du courant se serait divisée en deux parties égales, 2,5 et 2,5 ampères sur chacune des branches secondaires. Nous concluons donc avec cette deuxième loi qui traduit et qui explique le comportement de l'intensité du courant dans un circuit en dérivation. Cette loi est appelée loi d'additivité de l'intensité du courant électrique. Pourquoi? Car elle dit que dans un circuit en dérivation, la somme, donc l'addition, c'est pour ça qu'on dit additivité, la somme des intensités des courants dans les branches dérivées est égale à l'intensité du courant dans la branche principale. Voilà. En travail pour le prochain cours, je vous conseille donc de faire les exercices suivants de votre manuel. Et en exercice facultatif, pour ceux qui auraient un peu plus de temps, vous pouvez aussi essayer de faire ces deux-là. De plus, je vous demanderai de faire les exercices 1 à 6 de la fiche d'exercice que je mettrai à disposition sur Pronote. Bon courage et bon travail.